Pourquoi la Suisse refuse-t-elle d'entrer dans l'Union européenne alors que ce pays réunit tous les critères qui permettraient une intégration? Communauté de valeurs, respect des libertés individuelles, multipartisme, système économique et financier qui permettrait l'intégration, relations commerciales, libre circulation. Donc pourquoi la Suisse souhaite-t-elle rester une île? La Suisse est au centre de l'Europe. Ses voisins sont la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein et l'Italie. Le pays fait 41 300 km² et si on porte attention au relief, on voit qu'il est à cheval sur la chaîne des Alpes, ce qui explique en partie pourquoi l'essentiel de la population est concentré au nord du pays. Il y a 8 millions d'habitants en Suisse, répartis sur 26 cantons, et la capitale de la Suisse est Berne. Il y a 3 langues officielles, l'allemand, parlé par 65% de la population, le français, pour 23% de la population, l'italien, avec 8% de locuteurs, plus une langue nationale, le romanche, parlé par 0,5% de la population. Il y a aussi 3 principales communautés religieuses, 38% des Suisses sont catholiques, 27% sont protestants et 5% sont musulmans, répartis dans tout le pays, cette donnée étant donc difficile à cartographier à cette échelle. On a donc une société très diverse qui vit dans un système politique très décentralisé, unique en Europe. La Suisse est un État fédéral, avec 26 cantons, chacun ayant son propre gouvernement, son propre parlement, ses tribunaux et même sa propre constitution. Les cantons disposent d'une grande autonomie dans les domaines de l'éducation, la culture, la police, la fiscalité, les relations avec les églises. Donc un tel système est-il euro-compatible? Dans le cas d'une adhésion à l'Union européenne, les cantons devraient appliquer les réglementations européennes, donc perdraient de leur autonomie. Mais en contrepartie, ils seraient associés à la prise de décision au sein de l'Union, puisque celle-ci accorde une grande place justement aux régions. L'autre particularité du système politique suisse, c'est la démocratie directe. Dans ce pays, on peut soumettre au vote des citoyens une modification de la Constitution si la proposition recueille 100 000 signatures en 18 mois. C'est ce qu'on appelle l'initiative populaire. Et depuis la mise en place de cette démocratie directe en 1848, les Suisses ont été appelés à voter près de 600 fois. Donc là aussi, si le pays rejoignait l'Union européenne, certaines règles propres au droit communautaire ne pourraient plus faire l'objet de votation, mais le principe même de la votation ne serait pas remis en cause. Troisièmement, la Suisse, depuis longtemps, a fait le choix de la neutralité. D'abord pour des raisons externes. La Suisse est un petit pays entouré de grandes puissances qui ont souvent été en conflit, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Et puis il y a aussi les facteurs internes. La neutralité protège la cohésion d'un pays multiculturel. On imagine les conflits qui auraient pu éclater entre catholiques et protestants, ou bien lors des 2 guerres mondiales, entre francophones, germanophones et italophones. Le principe de neutralité signifie qu'un pays ne prend pas part à un conflit. C'est pourquoi la Suisse ne peut pas devenir membre de l'OTAN, mais elle peut être membre de l'Union européenne, car l'adhésion ne lui impose pas pour autant de porter assistance à un État membre en cas de conflit. Mais la neutralité peut être armée. La Suisse a une armée de milices formée de citoyens suisses, environ 180 000 soldats. Et neutralité ne veut pas dire paralysie. Elle a justement permis à la Suisse d'être médiatrice dans de nombreux conflits. C'est à Genève, par exemple, que s'est tenue en janvier 2014 la première rencontre entre l'opposition et le régime syrien. Cette neutralité aussi a permis d'accueillir exilés politiques ou religieux, comme Jean Calvin en 1535, Lénine en 1914, Thomas Mann en 1933, Solzhenitsyn en 1974. Donc si je résume, diversité culturelle, fédéralisme, démocratie directe, neutralité. Tout cela forme l'identité suisse, ce qu'on appelle le Sonderfall, ce qui veut dire cas particulier en allemand. Et ce modèle suisse n'empêcherait pas d'être euro-compatible.
Alors pourquoi la Suisse n'a-t-elle toujours pas adhéré à l'Union européenne alors qu'elle est entourée de pays membres? En 1992, l'adhésion à l'espace économique européen a été proposée à la population par référendum, mais rejetée. En 2001, les Suisses sont appelés à voter pour ou contre l'adhésion à l'Union européenne et ils la rejettent, là encore, à une très large majorité. Et en plus, de nombreux points de blocage existent entre la Suisse et l'Union européenne, notamment sur le secret bancaire. Le secret bancaire est très protégé en Suisse, ce qui attire les contribuables étrangers qui viennent déposer l'argent qu'ils ne déclarent pas dans leur pays de résidence. C'est de l'argent non fiscalisé, donc un manque à gagner pour les États d'origine. En premier lieu, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Les chiffres que vous voyez sur la carte sont bien sûr des estimations, mais l'Union européenne exerce une pression sur la Suisse pour que celle-ci renonce à ce secret bancaire. Ce que refuse Berne pour ne pas perdre cet avantage comparatif dans le secteur bancaire. Il représente 6% du PIB et 200 000 emplois. Et de toute façon, les fraudeurs transféreraient leurs comptes vers d'autres paradis fiscaux tels que Singapour. Mais la banque, évidemment, n'est pas la seule composante de l'économie suisse. Le pays est très performant dans les industries à haute valeur ajoutée, horlogerie de luxe, industrie alimentaire, pharmacie, chimie, autant de secteurs stimulés par une politique de soutien à l'innovation. La Suisse consacre 3% de son PIB aux dépenses de recherche et développement, donc bien au-dessus de la moyenne européenne qui est de 2%. Elle se place ainsi au 6e rang au niveau mondial. La Suisse a une économie très ouverte sur la mondialisation. En termes de stock d'investissement direct étranger présent dans le monde, la Suisse se place au 5e rang mondial. Et Davos, où se tient chaque année le célèbre et fréquenté Forum économique mondial, est en Suisse. Sauf qu'il y a eu un grain de sable avec cette question de l'immigration européenne en Suisse. Depuis 2002, à la suite d'un accord avec l'Union européenne, la Suisse applique le principe de libre circulation des personnes sur son territoire. Les citoyens européens ont accès au marché du travail suisse et vice-versa. Et si on regarde l'évolution du nombre d'étrangers venant de l'Union entre 1996 et 2012, on voit bien que ce nombre augmente au début des années 2000 du fait de ce principe de libre circulation. Aujourd'hui, près d'une personne sur 4 vivant en Suisse n'a pas la nationalité suisse. Ce sont surtout des Italiens, des Allemands, des Portugais, des Français. À cela s'ajoutent les 300 000 frontaliers, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans les pays limitrophes, mais viennent tous les jours travailler en Suisse. Or, cette arrivée importante d'étrangers en Suisse ne plaît pas à un parti politique, l'Union démocratique du Centre, qui a fait du rejet des immigrés et de l'Union européenne son fonds de commerce électoral. C'est ce parti qui est à l'origine du référendum contre, je cite, l'immigration de masse, référendum qui vise à rétablir les quotas annuels pour les travailleurs étrangers, les travailleurs frontaliers, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Le 9 février 2014, 50,3% des voix s'expriment pour l'application de quotas migratoires et 14 cantons et demi sur 23. Donc, à une courte majorité, finit la libre circulation. Or, dans les faits, il n'y a pas de corrélation entre la présence d'étrangers et le rejet de l'immigration. Car on constate que sur les 15 cantons qui comptent plus de 20% d'étrangers dans leur population, seulement 8 cantons ont voté pour ces quotas d'immigration. Si on regarde de plus près, on voit que les grandes villes telles que Zurich, Genève, Bâle, Lausanne ont voté contre les quotas d'immigration et les zones rurales ont voté pour. Et d'ailleurs, on avait ce même clivage qui prévalait en 2001 lors du référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Car dans les zones rurales, on retrouve l'idée que l'identité de la Suisse serait fragilisée par l'immigration et a fortiori par l'adhésion à l'Union européenne. Sauf que le résultat de cette votation remet en cause la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Or, la Suisse avait accordé ce principe à l'Union contre un accès partiel au marché unique européen et contre une coopération dans le domaine de la recherche. Et du fait de cet accord, l'Union européenne est devenue le premier partenaire commercial de la Suisse et celle-ci le 4e partenaire commercial de l'Union européenne.
En 2012, les relations entre la Suisse et l'Union représentaient 56% des exportations de marchandises de la Suisse et 75% des importations. Donc l'économie de la Suisse est très dépendante de l'Union européenne. Dans le domaine de la recherche, c'est le Human Brain Project, basé à l'EPFL, c'est-à-dire l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a remporté en 2013 l'appel d'offres lancé par l'Union européenne pour la modélisation du cerveau. Et cette école était donc censée recevoir la subvention européenne d'1 milliard d'euros sur 10 ans. Or, si la Suisse met fin au principe de libre circulation avec l'Union européenne, elle met fin aussi à l'accord sur le marché unique, la recherche et bien d'autres domaines encore. Alors entre la Suisse rurale et la Suisse des villes, ce sont deux visions du pays qui s'affrontent, ou en tout cas qui s'opposent, entre une Suisse tournée vers le futur et vers le monde, et une Suisse plus proche de ses traditions et de son passé. Une telle synthèse, bien sûr, a quelque chose d'un peu simpliste, mais ce vote de février 2014 va avoir des conséquences économiques importantes sur le pays. Alors au-delà d'une éventuelle levée du secret bancaire et plus largement que l'imposition de ces quotas migratoires, ce pays est désormais contraint de redéfinir sa relation avec l'ensemble européen. Alors pour une fois, la Commission européenne et le Parlement ont été fermes et la relation avec la Suisse, qui est forcément amenée à se poursuivre, ne pourra pas être à l'avenir une relation à sens unique. Comme je n'ai pas eu le temps de vous parler de l'histoire de la Suisse, qui est pourtant bien intéressante, vous pouvez lire justement dans la collection Que sais-je, Histoire de la Suisse de Jean-Jacques Bouquet.